Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher paru chez Milan. Je continuerai avec Vengeful, le tome 2 de la saga Evil de V.E. Schwab paru chez Lumen. Pour la suite ce sera des lectures exclusivement graphiques avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury et aux illustrations Tim Hamilton, c'est paru chez Casterman. Et j'ai enfin découvert les carnets de cerises, donc je vous parlerai des deux premiers tomes. C'est de Joris Chamblin et Aurélie Néret au dessin et c'est paru chez les éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Allez, on commence avec Eve of Man. J'ai lu ce premier tome en lecture commune avec Marilyn Titoumamax du blog Summaries Books et Julie des Confidences de Julie. Ça a été une bonne lecture, on a bien apprécié notre lecture, simplement il y a quelques petits bémols mais je vais vous en parler tout de suite après le résumé. On est dans un univers dystopique où depuis 50 ans il n'y a pas eu une seule naissance féminine. Pas une seule. C'est-à-dire que toutes les femmes enceintes donnaient naissance à des garçons. Exclusivement des garçons. Les filles n'étaient pas viables et n'arrivaient jamais à terme. Donc, une population vieillissante, une population plus jeune mais exclusivement de garçons, vous commencez à voir, je pense, où est le problème. Mais un espoir va arriver en la personne de Eve. Eve, c'est la seule fille qui est née en 50 ans. La seule fille, forcément, elle va être bichonnée, exclue un petit peu du monde pour être préservée, pour être protégée. Et on va suivre dans ce livre le destin de Eve qui va être de repeupler l'humanité. Rien que ça. Dans ce livre, nous commençons tout de suite dans le vif du sujet. Nous rejoignons Eve qui habite dans une tour, une immense tour. Elle est un petit peu au-dessus de tout le monde, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le monde réel. Elle a été dans sa petite bulle, elle a été entourée de mères qui l'ont éduquée, qui l'ont préparée hein, tout simplement à son destin, à ce qu'elle va devoir faire à ses 16 ans. À ses 16 ans, eh bien écoutez, il faudra qu'elle se choisisse un garçon et qu'il repeuple l'humanité. Et si possible, faire des filles. Hein. Clairement, c'est l'objectif principal. Faire des filles pour pouvoir réenclencher la machine et sortir de cette spirale infernale qui a conduit l'humanité à sa perte, hein, clairement. Et on va suivre Eve. Eve, c'est une fille assez solitaire puisqu'elle n'a pas vraiment d'autres amis, hein, fille. On a trouvé un petit système pour qu'elle ait quand même une copine. Elle s'appelle Holly, c'est une sorte d'hologramme piloté par des garçons. Hein. Voilà, plusieurs garçons se relaient pour être auprès de Eve. Et voilà, c'est sa vie. Très clairement, c'est pas une vie très palpitante, mais bon, on lui a dit que c'était comme ça, voilà, elle a pas trop le choix. J'ai bien aimé cette lecture, ça se lit extrêmement vite, vraiment, c'est bourré d'action et de rebondissements. Très clairement, ça va très très vite. On voit Eve, on apprend à la connaître un petit peu, on voit un petit peu son environnement. Et puis il va se passer des choses, on va commencer à voir ce qui se passe en dessous de cette tour. Ce que vivent les habitants normaux, hein, les hommes qui sont au pied de cette tour. On va voir un petit peu le côté de la résistance qui ne cherche qu'à faire évader Eve parce qu'il pense que ce n'est pas vraiment une vie pour elle d'être prisonnière de cette tour. On va voir le côté des dirigeants, quels sont vraiment leurs buts avec Eve, etc. Et ce premier tome pose énormément de questions. Je vous assure qu'avec les filles, on s'est questionné sur ce que pensait Eve. Qu'est-ce qu'on ferait si on était à la place de Eve? Parce que quand même, on est dans une position un peu particulière de se dire que, bon, il n'y a pas le choix, il va falloir que je fasse des enfants, je n'ai que 16 ans, mais c'est mon destin, faut pas que je me loupe là-dessus. Et est-ce que j'ai vraiment envie de donner naissance à une fille qui va elle-même être un petit peu exploitée comme on m'exploite? Est-ce que j'ai envie de donner à ma fille cette vie-là? Bref, voilà, ça pose énormément de questions, énormément.
Et dans ce tome 1, on n'a pas vraiment de réponse. On n'a pas de réponse parce que tout va très vite et on s'arrête pas vraiment sur ce genre de questionnement. C'est nous qui nous les posons, mais dans le livre, pas vraiment. C'est en pointillé, on les devine ces questions-là, mais on n'a jamais vraiment de réponse. Et c'est peut-être ce qui m'a manqué un petit peu. J'ai eu l'impression que tout allait à 100 à l'heure. Vraiment, il se passe énormément de choses et puis des choses extraordinaires, mais on ne s'arrêtait pas sur les choses peut-être importantes, les questionnements importants. Je ne dis pas c'est un premier tome, peut-être que tout ça sera exposé dans un second tome, dans un troisième tome, mais c'est peut-être ce qui m'a manqué un petit peu. Alors, au-delà de ça, je peux vous assurer que vous ne vous ennuyez absolument pas. Je vous l'ai dit, c'est un bon premier tome qui pose énormément de questions avec un univers plutôt bien développé et plutôt original. Il y a bien sûr quelques petites pas des incohérences, mais des choses qui vont beaucoup trop vite et qui paraissent un petit peu... Ah oui, quand même, il arrive tout de suite comme ça, allez hop, il a la confiance de tout le monde alors que personne ne le connaît. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui m'ont fait dire... là c'est un peu tiré par les cheveux. Mais en dehors de ça, je vous le conseille parce que je pense que les prochains tomes pourront nous éclaircir sur la situation et cette réflexion-là me donne envie de continuer de toute façon. On continue, je vous parle de ce second tome. J'ai commencé la lecture avec Wendy et voilà, je l'ai juste commencé puisque je l'ai terminé toute seule. C'est pas que le livre était mauvais, je pense qu'elle n'avait pas vraiment de temps pour ça. On est dans le second tome des aventures de Victor et d'Ellie. Pour rappel, Victor et Ellie, ce sont des jeunes étudiants en médecine qui vont tenter le pari fou de se tuer, enfin de se donner la mort et de revenir à la vie avec des pouvoirs extraordinaires. C'est ce qui arrive un petit peu partout dans le monde à des EO, des extraordinaires, des personnes qui ont vécu un épisode de mort imminente et qui sont revenus avec des pouvoirs. Victor et Ellie tentent le coup et ils reviennent avec des pouvoirs. Et on va les suivre dans leurs aventures de vengeance puisque Victor a été emprisonné. Et Ellie, lui, il se croit investi d'une mission divine pour tuer les autres EO. Pour lui, ce sont des monstres qui n'ont pas leur place dans la société et qui doivent disparaître. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. J'ai beaucoup aimé, même si au début j'avais beaucoup de mal à me repérer dans le temps. Parce que comme dans le premier tome, on fait sans cesse des allers-retours dans le passé, 4 semaines plus tôt, 1 semaine plus tôt, 4 ans plus tôt... Voilà, c'est compliqué. Alors, comme dans le premier tome, on sait qu'on va tendre vers un moment clé où il va se passer quelque chose et que au fur et à mesure on remonte le temps pour arriver à ce moment clé. Donc c'est bien foutu, hein, ça te donne envie de continuer à lire. On nous introduit un nouveau personnage, un nouveau EO qui a des pouvoirs assez grandioses, hein, Marcella, et on va suivre Victor, Marcella, Ellie, même si dans les 200 premières pages on ne suit que Victor et un petit peu l'histoire de Marcella. Et après on suit beaucoup Ellie et un petit peu Marcella et plus du tout Victor, et après on resuit tout le monde. Sauf que ça donne un déséquilibre assez conséquent dans cette histoire, parce que franchement les 200 premières pages qu'avec Victor, oui, Ellie manquait un peu, même si j'aime pas particulièrement Ellie, ça manquait un petit peu. Et puis après, de voir qu'il n'y a que Ellie et qu'on occulte un petit peu Victor, ouais, il y avait un petit déséquilibre. Bon, ça m'a pas empêché d'aimer la suite parce que c'est encore une fois... c'est très très fort, hein, par la suite. On a des combats, on a une lutte, un duel extraordinaire entre tous ces EO avec des pouvoirs fantastiques, avec une organisation qui se charge aussi de vouloir les mettre de côté et vouloir les exclure de la société aussi, un petit peu ce que faisait Ellie mais sans les tuer. Bref, voilà, c'est beaucoup plus complexe et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime bien les personnages, ils sont quand même assez complexes au final.
Victor est devenu un gros psychopathe, Ellie a toujours été un gros psychopathe, donc on est exclusivement avec des méchants dans cette histoire, vraiment, hein, qui ne s'encombrent pas de sentiments, qui tuent à tout va, et ça change un petit peu de pas avoir des gentils qui se disent non, bah, je vais pas lui faire de mal. Là, non, non, il a rien fait, c'est pas grave, on le tue. Bref, j'ai bien aimé cette lecture, je ne sais pas si ça conclut la saga, ça peut conclure la saga, mais je crois qu'un troisième tome est en préparation. Je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Allez, je vais passer rapidement sur mes lectures graphiques. Fahrenheit 451, c'est un roman à la base de Ray Bradbury qui a été adapté donc en BD. J'ai lu le roman de Ray Bradbury il y a très longtemps. Et je pense que si vous ne connaissez pas l'œuvre de Ray Bradbury, il ne faut pas que vous alliez là-dedans. Parce que c'est très peu complet, c'est très rapide, l'histoire n'est pas forcément très immersive, je trouve. J'aime pas forcément les dessins, l'histoire vraiment est très raccourcie et vraiment laissée à son plus simple appareil, hein, voilà. Voilà, j'ai pas trouvé cette lecture fantastique. C'est un complément du livre, mais en aucune façon, juste lire ça, bah, ça va pas forcément vous donner envie de lire le roman. Hein, je sais pas. Je trouve que la trame de l'histoire est très décousue. Je trouve que les dessins ne mettent pas du tout en valeur cette histoire. Pour info, on est donc dans une société dystopique où les pompiers sont devenus, au lieu de sauver des gens et de sauver des maisons en flammes, sont devenus un petit peu les autodafeurs de l'humanité. Ils ont pour mission de brûler les livres, de brûler les personnes qui lisent des livres. Voilà, c'est la censure. Hein. Et on va suivre Montag, je ne sais plus comment, qui est un pompier et qui a pour mission de brûler donc ses livres, sauf que Montag, eh ben, il récupère des livres et il les planque chez lui et puis il se pose la question de mais pourquoi les gens prennent le risque encore de lire, parce que ils peuvent se faire cramer et pourquoi il y en a encore qui prennent ce risque là, qu'est-ce qu'il y a dans les livres qui peut les faire prendre ce risque. Donc voilà, il se pose cette question là. Et ça va être son histoire et sa prise de risque à lui aussi. Et voilà, je vous conseille le livre, mais pas forcément cette BD. Et j'ai enfin commencé les carnets de cerises, cette saga de BD voilà, dont j'entends parler depuis très longtemps. Et je les ai pris à la bibliothèque et ça a été une super belle découverte parce que Cerise, c'est une petite fille, je dirais pas attachante, parce qu'elle a ses mauvais côtés. Et j'aime pas forcément la relation qu'elle a avec sa mère. Je trouve que Cerise la met énormément de côté et sa maman me fait un petit peu de la peine, hein, clairement. Cerise, c'est une petite fille très curieuse qui veut devenir écrivaine et qui, au moindre mystère, accourt. Elle va voir un monsieur un peu étrange, elle va le suivre dans la rue pour découvrir ce qui se cache derrière cet homme. Ou dans le second tome, elle va voir une mamie qui a un petit livre à la main et qui tous les mardis prend le bus et elle va commencer à enquêter sur qui est cette vieille femme, qu'est-ce qu'elle fait avec ce livre, etc. Donc voilà, dans ces BD, ce sont les enquêtes de Cerise. À chaque fois, c'est une histoire assez poignante. Mais en soi, Cerise est un petit peu agaçante parce qu'elle est omnubilée par son mystère et qu'elle ne fait pas grand cas de ce qui se passe à côté, donc de ses meilleurs amis, de sa maman. Et oui, c'est quand même assez profond comme histoire finalement. Voilà, ce sont des BD jeunesse, mais il y a quand même une réflexion derrière, il y a cette relation avec les gens. Dont Cerise s'exclut pour mener ses petites enquêtes. Il y a ce côté-là aussi qui rend en fait la lecture plus intéressante. On a une double lecture, hein, clairement. On a cette enquête et puis on a Cerise et ses amis et sa mère. Donc, pour la BD, ça se présente comme ça. On a des pleines pages. Donc c'est le carnet que tient Cerise, donc avec ses explications, et on a la BD, les planches sont toujours magnifiques.
J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment splendide les dessins. Et je continuerai avec joie cette petite série de BD parce que j'aime bien. J'aime bien, voilà, le message qui est derrière. Et puis j'ai envie de voir si ça va s'arranger un petit peu avec sa maman, avec ses amis, et ce que va devenir Cerise en grandissant. Voilà, je vous ai parlé de toutes ces œuvres, que ce soit graphique ou roman. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou ouvrages, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.